du XIe siècle. C'était une ancienne maison forte qui était en liaison avec d'autres maisons fortes, notamment au château de Ventadour et à l'église de Niègle, ainsi qu'au hameau des Issous. Voilà ma maison, bienvenue. Il faut encore que je trouve des choses intelligentes à dire, ça va être compliqué. La stéatite, c'est une pierre extrêmement tendre qui fait de la poudre. La poudre, c'est du talc en fait. C'est le talc qui est vraiment tiré de la stéatite. On en trouve surtout en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, mais moi je la commande par correspondance. Je crois qu'il y a une carrière en Ariège. Il y en a de toutes les couleurs. Celle qui est crème, elle se travaille très très vite. Elle est étonnante parce qu'on n'a besoin de faire aucun effort. Celle-ci, jade un peu olive, il faut d'abord que je la travaille avec des ciseaux à bois, une massette, pour la dégrossir, parce que je ne pourrais pas travailler uniquement avec des limes, ce serait beaucoup trop long. Ensuite, je travaille avec des gouges aussi, du style de celle-là, des plus ou moins grosses, qui me permettent de creuser. Voici le jeune homme dont j'ai envie de m'inspirer aujourd'hui. Pour cela, j'ai cherché une pierre qui corresponde au niveau du format. Et comme on peut le constater, j'ai trouvé. Donc la première des choses à faire maintenant, c'est enlever ce qui est en trop. Un petit bout là, à enlever à la scie. Que je ne vais pas enlever tout de suite. Enfin, ça se scie assez facilement parce que là, il s'agit d'un morceau de stéatite crème, la fameuse stéatite crème dont je parlais ce matin, qui se travaille vraiment très facilement. Il n'y a pas besoin de transpirer, c'est pas un boulot énorme. Voilà, d'ici 2 minutes. Normalement, je fais ça debout et de la main droite, là c'est mal barré. Mais attends, on va changer de main quand même. Et voilà un morceau en moins quasiment. Tiens, bon, là tu filmeras pas, hein, c'est à casser, je fais n'importe quoi. Ah. Ah, bon. Allez, normalement il aurait déjà dû tomber. Des fois ça devient un peu plus difficile. Casse pas l'eau. Ouais. Je vais m'y reprendre autrement. Mais j'ai quasiment fini. Comment ça se fait qu'il est laid? Allez, voilà. Pardon. Voilà. Alors ça, je ne travaille pas là comme je l'ai dit ce matin. Enfin, là, je sais exactement où je vais. Donc, j'étudie pas la pierre. Quand j'étudie la pierre, en fait, je la lime un peu avec ce genre de grosse lime partout pour voir où se trouvent les creux. Et en fait, on tient vraiment essentiellement compte des creux, puisque de toute façon, on ne pourra jamais les combler, ces creux. Donc, il faut faire avec. Donc, il vaut mieux creuser les creux pour qu'ils soient vraiment francs et directs et voir un peu ce que la pierre a à nous dire après. Mais là, je ne le fais pas parce que je sais ce que je veux que la pierre me donne. Je fais souvent des couples. J'ai fait une époque des maternités, mais je n'en fais plus du tout. Je fais essentiellement des femmes, je fais très rarement des hommes. Quand je fais des hommes, ils sont toujours en couple ou en groupe. Je fais des groupes, des fois des familles. Et puis, je fais beaucoup d'éléphants, des chats, de temps en temps des chats, et des serpents. Scorpions. Donc voilà quelques animaux en figuratif, et puis j'aime faire de l'abstrait aussi, faire simplement des formes vagues qui peuvent peut-être m'amener à des animaux ensuite, mais il y a beaucoup de couples quand même. Je l'appelle contour de couple, je crois. Des couples évidemment extrêmement imaginaires. Une femme qui fuit, un homme qui la retient.
Enfin, c'est surtout la représentation de relations difficiles quand même, hein, parce que les deux vieux, ils se connaissent depuis longtemps, mais bon, ils se tournent le dos, ils n'ont plus envie de se voir. Le fils, il fait un câlin à son père, et le père a l'air quand même assez fier de son fils, mais en même temps, il s'en désintéresse. Ensuite, l'autre fils avec sa mère, il l'a pris de je ne sais quoi, et elle n'en peut plus, elle implore le ciel de se sortir de cette galère, et quand on voit la quatrième famille, on voit bien que les relations entre eux sont très tendues. La plupart du temps, c'est la pierre elle-même qui m'inspire. Je travaille de deux façons en fait. Soit la pierre, sa forme, ses défauts, sa couleur, le mouvement qu'elle a indéniablement, me donne envie d'aller dans ce sens. C'est-à-dire que je n'ai pas d'idée au préalable, je suis face à ma pierre. Je la polis, je creuse les parties les plus creuses, j'apprends à la connaître. Et en fait, la pierre elle-même me guide vers une forme qui, j'ai l'impression, est déjà dans la pièce avant même que je l'ai travaillée. Soit j'ai une idée précise, j'ai envie de faire un couple, j'ai envie de faire... je m'inspire par exemple d'un sculpteur que je connais, ou je vois quelque chose dans une boutique qui me donne envie, donc je prends vite une photo et je pars de cette photo. Je peux aussi travailler comme ça. Ces deux femmes, je les appelle des enroulées. C'est un peu des femmes serpents. Et celles-ci, ce sont juste deux femmes au repos. C'est un petit bonhomme à la grosse tête. Ça fait partie des cauchemars de mon enfance. Alors elle, c'est vraiment une prise de tête. Elle n'est pas en train de se tenir la tête, mais souvent les prises de tête, c'est ça, elles se tiennent la tête. Mais là, non, la tête est vraiment prise. C'est donc une directrice d'école, parce qu'elle n'a pas de bouche. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle n'a pas de bras ni de jambes, elle ne peut pas agir ni se déplacer. Et par contre, elle a des seins, elle a un ventre, elle a un sexe, elle a des tripes. Elle peut ressentir toutes ses émotions. Et là, c'est un clin d'œil pour rire. C'est ma pièce érotique que j'appelle Vas-y Marcel. Alors quand on voit comme ça, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Mais finalement, il y va très très fort. Tu vois, il a carrément crevé, la pauvre femme. Mais il a les outils qu'il faut. Vas-y Marcel. Comme je ne fais pas du tout de calcul et de dessin, je suis obligée d'envisager mon travail en bloc et dans les 3 dimensions en même temps. Et j'essaye d'éviter de me faire mal parce que quand je force comme ça, voilà, là je risque rien parce qu'il y a cette partie de la tête qui protège ma main. Mais quand j'y vais comme ça, par exemple, eh ben, il faut, là encore ça va parce qu'il n'y a que mon doigt qui dépasse, mais il faut quand même que je me méfie et que je retienne. Je force, mais j'essaye de retenir mon mouvement. Mais il y a des moments où ça râpe. Hein. Quand je travaille de cette façon, je travaille loin de là, loin de plusieurs heures d'affilée en fait. Je travaille un petit peu, puis j'arrête, j'attaque une autre pièce avec des plus petites limes. Parce que je force, et puis je me retrouve avec des petits bobos partout sur les mains, ça commence à saigner, du sang plein partout. Ça peut être un peu gore la sculpture. Des fois, on a des surprises parce que
justement, je fais des petites erreurs où j'ai pas vu qu'il fallait en laisser à un endroit où il fallait en laisser forcément. Donc, le projet initial évolue. Pas revenir en arrière. Je ne peux jamais revenir en arrière. C'est des choix, la sculpture comme ça sur pierre, hein, parce que dans d'autres matériaux c'est possible de coller et de rajouter, mais sur pierre, comme sur bois d'ailleurs, je crois, on peut jamais en rajouter. Donc on fait des choix. Donc on fait des choix peu à peu. Soit on calcule et on dessine tout très bien, mais moi malheureusement je ne sais pas le faire. Sinon ben, on se décide au fur et à mesure, et puis après on fait avec les erreurs. Et les erreurs des fois nous amènent à d'autres pièces qui sont très différentes. Des fois des éléphants qui se transforment en chiens ou des hommes en femmes. Enfin. J'aime beaucoup plus les formes rondes que les formes carrées. Je fais très très peu d'arêtes vives. Je conçois toujours, comme on le voit, mes pièces avec les mains finalement. Hein. Je peux travailler une pièce, à la fin je ne la regarde pas, je sens. Je sens absolument tout sous mes doigts, c'est devenu étonnant, mais non seulement je sens les griffures, mais je sens s'il y a quelque chose d'incorrect à mon avis dans la courbe, je la sens. Et du coup, je la creuse à la limite, même si je sens, même si elle est terminée, elle est polie, tout d'un coup, je me dis, mais non, là, c'est trop épais, et c'est les doigts qui me le disent, c'est pas les yeux. Je peux quasiment pas me passer de sculpter. C'est-à-dire que même quand je travaille, même quand j'ai des journées lourdes ou quand après mon travail j'ai une réunion, si je rentre et que la réunion est à 9 h par exemple, et ben je passe quand même 1 heure ou deux à sculpter tous les jours. C'est vraiment nécessaire pour moi. J'ai un besoin de créer, mais c'est vraiment vital. Déjà, il y a une chose qui est inhérente au travail manuel. Je crois que tous les artisans diront la même chose et tous les artistes qui utilisent leurs mains diront la même chose. Le travail manuel, mais même quand on fait de la cuisine ou peut-être du tricot, je pense que c'est la même chose, ça vide l'esprit. C'est-à-dire que ça permet de souffler par rapport à des tensions ou des choses qu'on peut se rabâcher dans la tête. Quand je sculpte tout ça, ça s'atténue peu à peu. Et finalement, il y a un moment où je ne pense plus à rien. C'est de l'ordre de la méditation. Au bout d'un moment, tu es dans le bonheur de la sculpture et tu ne penses plus qu'à ce que tu fais. C'est tes mains qui te guident et l'esprit est vide et ça, c'est très, très agréable.